La Seconde Guerre mondiale était considérée comme une guerre en noir et blanc jusqu'à présent. Aujourd'hui, pour la première fois, vous allez voir la Seconde Guerre mondiale en couleur. Les images sont d'époque. Les couleurs sont d'origine. Vous allez entendre des extraits de lettres et de journaux de ceux qui ont vécu et sont morts durant cette guerre. La guerre en couleur. Un nouvel ordre mondial. Un meeting nazi au cœur de l'Allemagne. La pellicule couleur révèle la mise en scène du fascisme. Ces images éclatantes témoignent de l'émotion d'un peuple qui attend de voir son chef, Adolf Hitler. Durant les années du régime nazi, Ruth Andreas Friedrich a tenu un journal, témoin de cette adoration pour le Führer. Tout le monde était tellement heureux et excité. Tout à coup, une vague de Heil enfle et grossit de plus en plus en venant vers nous. Le Führer arrive, crient quelques spectateurs en extase, et un océan de bras levés s'agite dans l'espoir d'attirer le regard du Führer. Hitler est au pouvoir depuis 4 ans, et ses troupes sèment déjà la guerre en Europe. La guerre d'Espagne, une répétition générale pour la Seconde Guerre mondiale. Une guerre qui prend les civils pour cible depuis les airs. Une guerre de technologie et de terreur, d'atrocités de masse et de morts de tous bords. Le corps des volontaires allemands combat aux côtés de l'armée fasciste de Franco en vue de renverser le gouvernement républicain. Parmi eux, Klaus Kohler, il vient de Hambourg. Espagne, ô merveilleux pays. Je suis fier de t'aider dans ta libération face aux hordes rouges, afin que tu puisses combattre aux côtés de l'Allemagne et de l'Italie le bolchevisme qui sape les fondations de l'Europe. Des volontaires venus du monde entier affluent pour défendre le gouvernement républicain et vaincre le fascisme. Bill Penter est un communiste gallois. C'est quand on voit tout cela que l'on réalise ce que c'est que cette guerre. C'est ici que l'on peut sentir cette chose terrible qui menace la France et le peuple britannique. Si les fascistes ne sont pas écrasés dès maintenant. En 1939, Franco et ses alliés fascistes sont victorieux. Les démocraties des États-Unis et de Grande-Bretagne ne sont pas intervenues, laissant passer une occasion de s'élever contre le fascisme. L'ordre nouveau menace le monde. Alors que la guerre fait rage en Espagne, l'Angleterre célèbre son roi, le pays et l'Empire avec le couronnement de George VI.
Un tel jour n'arrive qu'une ou deux fois dans la vie. On sait qu'on est les témoins de l'histoire en marche. Les impressions de la population sur le couronnement sont consignées dans un rapport d'observation des masses. Le cortège commence à défiler. Surprise de sentir ma gorge se serrer et des larmes monter aux yeux. C'était un spectacle magnifique de voir les soldats à l'extérieur de l'abbaye. Je n'avais jamais rien vu de semblable auparavant. Le carrosse de cérémonie, sans doute le plus beau véhicule au monde, traverse Trafalgar Square et 100 000 visages sont tournés vers lui et 100 000 bouches crient leur fidélité à la couronne. J'ai eu envie de pleurer quand j'ai vu les gardes à cheval venus de régions si lointaines du monde, les Indiens, les Australiens. Cela m'a touché de penser que l'influence anglaise rayonnait si loin. Le dernier couronnement que je verrai jamais. J'ai 77 ans, j'ai passé 30 ans sous les couleurs du roi, et je ne voudrais rien changer. Le meilleur pays du monde. Les décorations rouges, blancs, bleus m'ont vraiment agacée. Mais j'étais surprise de constater combien j'étais sensible à l'atmosphère de la foule, les réjouissances et tout ça. Je me sentais fière et brave, et j'étais émue à l'idée d'appartenir à l'Empire, à l'exact opposé de ce que je pense d'habitude, étant donné mes opinions politiques. On voit combien tout cela est dangereux. Les croyances et les convictions de toute une vie peuvent être si facilement mises de côté. C'est une arme trop dangereuse entre les mains des gens actuellement au pouvoir dans ce pays. Les hommes politiques britanniques, encore sous le choc du carnage de la Première Guerre mondiale, tiennent avant tout à éviter de nouvelles guerres. Ils veulent à tout prix savoir si le chef de l'Allemagne est un homme avec qui l'on puisse traiter. Dans l'année précédant le couronnement, David Lloyd George, Premier ministre britannique au cours de la Première Guerre mondiale, est invité à rencontrer Adolf Hitler. Son aide de camp, Thomas Jones, relate la rencontre dans son journal. À 16h45, nous quittons le Grand Hôtel pour rejoindre la résidence du Führer en grimpant toujours plus haut dans de puissantes automobiles. Il nous a reçus lui-même, tête nue, en haut des escaliers et a serré les mains de chacun d'entre nous. La rencontre a lieu dans la retraite de Hitler, dans son nid d'aigle du Berghof. Il devait être 17h30 quand nous nous sommes assis dans un grand cercle sur des fauteuils bas et des bergères, avec du thé, du café, des tranches de jambon froid, des demi-œufs durs. Le Führer lui-même avait des sortes de biscottes, des biscuits et du beurre, et il mangeait, mais très peu. Certains membres du parti avaient amené des photos avec eux, et Hitler les a signées. Lloyd George est tellement impressionné par le chancelier allemand qu'à son retour en Angleterre, il écrit un article dans le Daily Express. J'ai vu le fameux chef de l'Allemagne, ainsi que quelques-uns des grands changements qu'il a opérés. Il a sans doute réalisé une merveilleuse transformation dans l'esprit de ce peuple, dans leur comportement les uns vis-à-vis des autres et dans leur perspective économique et sociale. C'est une Allemagne plus heureuse. Ce que Hitler a dit de Nuremberg est vrai. Les Allemands sont prêts à défendre leur pays jusqu'à la mort contre tout envahisseur, mais ils n'ont plus eux-mêmes le désir d'envahir d'autres territoires. À la veille de la guerre, les États-Unis sortent de 10 ans de crise et rechignent à s'impliquer dans les problèmes de l'Europe. En juin 1939, le roi George VI et la reine Elisabeth visitent Washington. Le journal secret d'Harold Hicks, ministre de l'Intérieur du président Roosevelt. Le roi et la reine ont fait très bonne impression. Elle paraît charmante et d'une beauté exceptionnelle. Lui, je l'avais toujours imaginé grand, mais en fait, il ne l'est pas. Bien qu'il soit menu, la reine est plus petite encore. Ils avaient l'air de pygmées à côté des immenses Roosevelt. Je ne sais pas quelle impression le roi et la reine vont emporter de nous, mais ils ont une bonne presse ici. De leur propre point de vue, ils ont accompli une bonne chose. Même si je doute qu'il y ait le moindre relâchement de notre réserve quant à d'éventuelles implications dans les affaires étrangères.
En 1939, l'Allemagne nazie est puissante et sûre de sa force. Hitler a annexé l'Autriche et le territoire des Sudètes en Tchécoslovaquie. Munich, une fête à la gloire de la culture allemande, filmée par un cinéaste amateur. Josepha Hamann, alors âgée de 18 ans, était là. Nous avons toujours de belles journées de ciel bleu pour ces grandes fêtes. Les gens appellent cela le temps de Hitler. L'éclat de la ville est incroyable. La ville entière a été décorée à grands frais. Une femme enceinte est émue au point d'écrire à l'enfant qu'elle porte. C'est comme un second printemps pour l'Allemagne. Le Führer réalise de grandes choses, des choses que personne n'aurait jamais osé croire possibles. Le traité de Versailles a été aboli et l'Autriche est rentrée dans le sein du Reich. L'Allemagne s'épanouit. Après des années de chômage, les gens travaillent à nouveau. Tout le monde gagne bien sa vie et notre industrie est de plus en plus forte. Ce sont des heures historiques pour notre Reich, mon fils. Un membre des jeunesses hitlériennes âgé de 15 ans écrit à ses oncles et tantes en Angleterre. Chers Olive et Alfred, je ne vous ai pas écrit parce qu'il s'est passé trop de choses intéressantes en Allemagne. Il y a 2 semaines, j'ai vu Hitler. Il m'a beaucoup impressionné. Nous allons nous battre et mourir pour lui et pour notre Allemagne. Meilleurs vœux de Hans Ulrich et Heil Hitler. Depuis des années, les nazis persécutent leurs ennemis, en particulier les juifs allemands. Werner Lehmann écrit à son ami aux États-Unis en soutien à la politique des nazis. Cher Howard, comment combattez-vous les Juifs dans votre pays? Nous avons finalement réussi à nous débarrasser d'eux cette année. Ce fut un grand moment parce que les Juifs tout causaient du tort et infestaient notre peuple. Ils ont plongé notre peuple dans le chômage et la misère. C'est pour ça que nous soutenons notre Führer et sa manière de traiter les Juifs. Vous avez encore trop de Juifs dans votre pays. Et c'est pour cette raison que vous avez tant de chômeurs. Je vous plains. Nous menons une existence merveilleuse et paisible à présent. Aucun Juif ne peut plus semer la discorde dans notre peuple. Meilleurs vœux depuis une Allemagne meilleure. Bien à vous, Werner. Le défilé annuel des sports à Moscou, l'un des premiers films en couleur réalisés en Union soviétique. Le pays entier est sous la botte de Staline. Journal d'Andrei Argilovski. Les portraits de nos dirigeants sont désormais exhibés comme l'étaient les icônes autrefois. Un portrait rond, encadré et fixé sur une perche. Très pratique. Tu le hisses sur ton épaule et tu peux défiler. C'est exactement ce que les gens avaient l'habitude de faire pour leurs fêtes religieuses. Ils avaient leurs activistes alors, nous avons les nôtres aujourd'hui. Des chemins différents pour la même bonne vieille stupidité. Les défilés masquent la réalité de la vie soviétique. La famine a tué près de 6 millions de personnes. La police secrète procède à des arrestations de masse, s'attaquant même à de nombreux officiers de l'armée rouge. Le cheminot Yevdokim Nikolaïev dans son journal. La terreur et la violence sont partout. J'entends parler d'arrestations et de poursuites tout autour de moi. Les tribunaux débordent de gens qui sont jugés pour des actes qui étaient encore encouragés peu de temps auparavant. Tout le monde a trop peur pour penser, ou pire encore, parler de l'horreur, de la famine et de l'esclavage. Le journal de Yevdokim Nikolaïev était une pièce à charge contre lui. Il fut exécuté. Durant ces années de terreur précédant la guerre, les purges de Staline coûtèrent la vie à plus de 700 000 personnes.
Les films amateurs de la maîtresse de Hitler, Eva Braun, révèlent le cercle des intimes du Führer. Ici, dans les montagnes, Hitler rumine et échafaude ses plans. Au cours de l'été 1939, il décide d'envahir la Pologne. Mais il faut d'abord s'assurer que l'Union soviétique ne prendra pas la défense des Polonais, en s'alliant avec l'Angleterre et la France. Le 23 août, Hitler conclut un marché avec Staline. Son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, consigne cette incroyable nouvelle dans son journal. Le pacte de Hitler avec Staline dissimule une clause secrète. Un plan de démembrement de l'Europe de l'Est. Une semaine plus tard, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. L'Angleterre se prépare à entrer dans la guerre. C'est incroyable mais vrai. À 11h15, M. Chamberlain a parlé. The British ambassador in Berlin handed the German government a final note. Il a dit que le gouvernement de Sa Majesté a envoyé un dernier ultimatum à Hitler pour qu'il retire ses troupes de la Pologne. Il n'y a pas eu de réponse et l'ultimatum a expiré à 11h. Nous sommes à présent en guerre avec l'Allemagne. Des garçons vêtus de kaki partout. L'évacuation accélérée de 3 millions d'enfants et d'invalides des villes. Et toutes ces choses nous arrivent. À nous, peuple dit civilisé. Varsovie a été bombardée. Des tanks et des avions allemands ont été touchés. Et la guerre arpente à nouveau notre monde à grands pas. Le 27 septembre, la Pologne est conquise. Chaim Kaplan, un instituteur, relate la chute de son pays. La belle Varsovie a été détruite, comme Sodome et Gomorrhe. Certaines rues ont été rasées de la surface de la terre. Des milliers d'êtres humains sont ensevelis parmi les ruines. À présent, Hitler peut se tourner vers l'Ouest. Quand la guerre éclate, l'Angleterre est prête à affronter le pire. Un exercice d'alerte aérienne dans une école de Hove, dans le Sussex. Dans les mois qui suivent, tout semble trop tranquille pour se sentir en guerre. Miss Vivienne Hall, sténodactylo à Putney. Cette guerre semble loin de nous pour l'instant. Les journées et les nuits si tranquilles sont déroutantes en comparaison avec les raids aériens dévastateurs incessants auxquels nous nous attendions. Mais nous sommes certains que cela va arriver tôt ou tard. Nous nous attendons tous à voir le ciel vibrer de centaines d'avions venus déverser sur nous des torrents de feu, de gaz et de mort. Mais le feu, les gaz et la mort ne viennent pas. Lassés par les règlements, les consignes, la routine,
les gens parlent de guerre de l'ennui. C'est la drôle de guerre. Un autre mois a passé. Les nouvelles varient très peu. Nous attendons toujours les événements qui doivent arriver et qui, chose incroyable, ne sont toujours pas là. Nous sommes juste un peu fatigués après tous ces longs mois d'attente. La vie est si fade que l'on se demande si cela vaut la peine de faire des efforts pour elle, alors qu'on a l'impression que cela ne mène nulle part. Et puis, le 10 mai 1940, les troupes allemandes déferlent sur la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le Danemark et la Norvège sont déjà tombés. Les troupes britanniques en France sont en déroute. Le sergent Paxton appartient au corps d'infanterie légère de Durham. 7 heures du matin. Les Allemands surgissent de nulle part. Psychologiquement pas prêt au combat, on a failli se faire écraser pour de bon. Le feu était partout. Le fantassin Gustave Folcher est fils d'un fermier du Languedoc. Nous avons marché un certain temps à travers les collines. De loin en loin, nous voyons des véhicules, des fourgons d'approvisionnement, des camions d'artillerie qui ont été bombardés. Quelques chevaux éventrés ici et là, gravement touchés. Certains sont encore vivants et émettent des grognements plaintifs à notre passage. La guerre éclair embrase l'Europe. Le journal d'un Allemand de 22 ans, Hans Perels. Ce matin, nous avons fouillé les maisons. La population d'ici a très peur de nous, les barbares. Une femme s'est jetée à mes pieds en me suppliant d'épargner son enfant. Je lui ai dit dans mon mauvais français que nous cherchions seulement des armes. Mais elle ne m'a pas cru. Elle pleurait, implorait et pleurait encore. Alors que l'armée se replie, le soldat Gustave Folcher assiste à la déroute de la France. Les civils ont rassemblé leurs maigres biens. C'est triste, mais ça m'arrache des larmes. Pauvres gens, abandonner leurs maisons, leur bétail et leurs poulaillers, et tout ce qui semblait prospère et faisait le bonheur de leur vie. Les enfants ont les yeux écarquillés, ils ne comprennent pas encore vraiment ce qui se passe. Le jour touche à sa fin et les réfugiés passent sans cesse, montés sur toutes sortes de véhicules. Mais bientôt, Folcher est fait prisonnier. Désormais, nous sommes des prisonniers. C'est une nouvelle vie qui commence. Pour nous, la guerre est finie. Vers midi, ils nous ont fait mettre en colonne par 3 pour prendre la route. C'était très pénible de marcher. Soudain, je me suis souvenu que nous n'avions pas mangé depuis très longtemps. Si seulement nous avions pu avoir quelque chose à boire. Mais c'était impossible. Le corps expéditionnaire britannique et ses alliés français mènent un combat désespéré au nord du front occidental. Ils se sont repliés sur quelques kilomètres vers la côte. Le mouvement se poursuit. Le 20 mai, le sergent Paxton est capturé à son tour. Les forces alliées n'ont pas perdu leur cohésion et le moral est bon. J'en ai marre de toute cette histoire. Ça ne me dérangerait pas trop de faire une pause, d'être à bonne distance de tout ça. En tout cas, aussi longtemps que ça continuera à tirer, j'imagine que je ne devrais pas penser comme ça. Je devrais continuer, c'est tout.
Cela ne peut... Nous avons pris de nombreuses villes le long de la côte. Mais bien souvent, je me suis senti triste en voyant combien de bâtiments magnifiques étaient détruits. Devant tous ces cadavres, on se prend à haïr cette guerre. Ce n'est pas de la peur ni de la sensiblerie, mais ça semble un tel gâchis. À la fin mai 1940, les Alliés en France ont perdu la partie. 300 000 soldats harassés s'entassent sur la plage, à Dunkerque. Le capitaine Bell MacDonald. Nous nous sommes assis sur la plage. Ici, plus la moindre organisation. J'avais les nerfs à vif. Nous étions bombardés en permanence. C'est le port qui les attirait, la fumée et les flammes tirées vers le ciel. La fumée était suspendue comme un gigantesque manteau noir au-dessus de la ville. Oh, ces heures terrifiantes sur la plage, aplaties dans le sable, à écouter le sifflement des bombardiers et les détonations des explosifs. Je n'oublierai jamais ces 15 minutes de l'embarquement, une éternité. Finalement, nous nous sommes éloignés. Les amarres ont été larguées, les échelles abandonnées, alors, portés par une énorme vague d'étrave, nous avons filé vers Douvres. What General Weygand has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Alors que l'Angleterre seule tient bon, Nellie Carver et John Wildish témoignent de l'état d'esprit général. Le 17 juin, la France a demandé l'armistice. Et maintenant, le sentiment dominant est le soulagement. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. Maintenant, nous savons où nous en sommes. Je suis absolument sûre que nous pouvons faire mieux sans personne avec nous. Ils nous ont laissé tomber maintes et maintes fois. Maintenant, nous pouvons vraiment prendre les choses en main. Je suppose que nous allons être assiégés dans notre petite île. Je me sens le cœur plutôt léger après tant d'inquiétudes. Maintenant, à nous de mettre à exécution le grand discours de M. Churchill. Aujourd'hui, le loup est vraiment à la porte de l'Angleterre et il montre ses méchantes croix gammées.
Commonwealth, last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Quand vient l'heure, Churchill est là. Cet homme politique très à part a pu être observé de près par son secrétaire, John Colville. Monté dans la chambre du Premier ministre vers 10 heures. Il était au lit dans une robe de chambre rouge, fumant un cigare et dictant à Madame Hill, assise derrière sa machine à écrire, au pied du lit. Son chat noir, Nelson, était affalé et, à tout instant, Winston lui jetait un regard affectueux et disait « Quel amour, ce chat !» Un dirigeant dont chaque geste symbolise l'esprit britannique. Le Premier ministre faisait le signe V avec 2 doigts, bien qu'on lui ait maintes fois fait remarquer que ce geste avait une toute autre signification. Pour faire face à une éventuelle invasion nazie, une nouvelle force est créée. It's a happy, happy, happy day. Toot-toot-toot-toot-lay-lay. For you and me, for us and we, all the clouds have rolled. Londonienne, Nellie Carver observe tout cela de près. Le corps des volontaires pour la défense territoriale assume de nombreuses fonctions désormais. Les prévôts se sont rebaptisés gardes territoriaux, ce qui est bien plus saillant et bien plus approprié. Beaucoup d'entre eux sont d'anciens soldats et ont l'air plutôt solides et résistants. Brian Poole, un jeune garçon amateur de timbres-poste et de maquettes d'avions, brûle d'apprendre à tuer. J'aurai 17 ans jeudi prochain et je serai assez grand pour m'enrôler dans le corps des volontaires pour la défense territoriale. J'ai annoncé la nouvelle à maman avant-hier soir avec ménagement. Elle pense que je suis trop jeune pour me battre, mais je ne pense pas qu'elle s'y opposera. Ce que je redoute, ce sont les chaussures de l'armée, des gros trucs bien lourds avec des crampons. Mon premier jour dans des brodequins militaires. Oh non, chaque chaussure pèse 1 tonne, j'imagine. C'est très prenant d'apprendre à avancer par mouvements brefs. Chargé à la baïonnette. Ce qu'on veut, ce n'est pas tirer sur les boches, mais les embrocher à la baïonnette. Les Allemands détestent l'acier froid. Papa nous a donné des cours passionnants sur la baïonnette, où la planter dans la gorge, dans la poitrine ou à l'estomac, en lui donnant un tour en la ressortant. Il faut se préparer au combat de guérilla et savoir comment tuer une sentinelle sans un bruit et ce genre de choses. On va bien rigoler. Ces trucs-là, je ne les aurais jamais faits sans la guerre. Puis le bombardement intensif des villes anglaises commence. Le Blitz. À Londres, la journaliste Phyllis Warner note l'évolution de ses sentiments face à cette guerre du ciel. Vers 1h, j'ai entendu le bruit d'un bombardier qui approchait pour la première fois. Un sifflement épouvantable, comme le sifflet d'un train qui enflerait de plus en plus, puis un fracas qui m'a soulevé le cœur a résonné à travers le ciel. De loin en loin, au cours de cette nuit, nous avons entendu le même son effrayant, et à chaque fois, alors que nous retenions notre souffle, soulagés d'être encore en vie, nous savions que quelque part, l'horreur et la mort avaient frappé. « 15 septembre. Les matins sont merveilleux. C'est un tel triomphe de se réveiller vivant, de voir le soleil briller et d'avoir toute une journée devant soi. Bien sûr, le comble de l'horreur, c'est d'être enseveli vivant. Des gens ont déjà été dégagés après 4 jours et d'autres n'ont sans doute jamais été sortis. 8 octobre. Mauvaise nuit la nuit dernière. Quelque chose a été largué, ce qui a ébranlé la terre en dessous de nous. Cela a causé des dommages terribles. Il y avait des bras et des jambes éparpillés partout. Charmant, ces nazis. « 12 novembre.
Il est à peu près sûr que si l'on est capable de résister aux premiers mois de bombardement, on peut tenir indéfiniment. La première semaine, je me serais enfui si j'en avais eu l'occasion. Maintenant, je ne voudrais être nulle part ailleurs qu'à Londres. Durant la période la plus intense des bombardements, entre septembre 1940 et mai 1941, 40 000 personnes ont été tuées et 2 millions de foyers détruits. Le pire du Blitz est derrière. Mais dans les années qui vont suivre, les attaques de la Luftwaffe vont continuer. Ces images de raids aériens en plein jour sur 2 bus de Bristol ont été prises par Ray Lawrence, un cinéaste amateur. Mais au printemps 1941, les Britanniques remportent la bataille d'Angleterre. Les plans allemands d'invasion de l'île sont abandonnés. Hitler se prépare pour une nouvelle guerre, l'invasion de l'Union soviétique. Il veut semer la terreur à l'Est. Au printemps 1941, Hitler décide de rompre le pacte conclu avec Staline. Sous le nom de code Opération Barbarossa, il prépare l'invasion de l'Union soviétique. La stratégie du Führer pour le génocide est consignée dans le journal de son chef d'état-major, le général Franz Halder. Rencontre avec le Führer. Il parle de Barbarossa. Il dit que nous devons abandonner l'idée du compagnonnage des armes. Il s'agit d'une guerre d'extermination. Ce combat n'a rien à voir avec celui de l'Ouest. À l'Est, fermeté aujourd'hui signifie clémence pour l'avenir. Un chef doit savoir faire des sacrifices et faire taire ses scrupules. 3 millions d'hommes se mettent en marche vers l'Est. À 31 ans, Adolf Goertz de Cologne décrit la confusion qui règne. À la veille de l'opération Barbarossa, les officiers boivent un toast à la gloire de la plus grande force d'invasion de l'histoire. Le 22 juin, Adolf Goertz apprend que les troupes allemandes ont franchi la frontière. À Leningrad, une étudiante, Yelena Shryabina, entend Molotov, le ministre des Affaires étrangères soviétique, à la radio. Molotov parlait vite, comme s'il était essoufflé. Ses encouragements semblaient complètement déplacés. J'ai eu l'impression immédiate qu'un monstre menaçant au mouvement lent approchait et que sur son passage, tout le monde était terrorisé. Plus de 3000 blindés sont déployés sur 3 fronts, qui s'étirent sur près de 1600 km de la Baltique à la mer Noire. Le 28 juin, le soldat soviétique Alexandre Golikov écrit à sa femme. Chère Toniechka, je ne sais pas si un jour tu liras ces mots, mais je sais que c'est la dernière lettre que j'écrirai. Une bataille est engagée, une bataille acharnée, à mort. Notre char a été touché. Les fascistes sont tout autour de nous. La rue Ostrovsky est jonchée de cadavres.
On dirait de grands lézards immobiles. La chaleur est insupportable et j'ai soif. J'ai ton portrait sur mes genoux. Je le regarde. Je regarde tes clairs yeux bleus. Ne pleure pas. Tu ne viendras probablement pas sur ma tombe. Aurais-je seulement une tombe? Ce jour-là, Alexandre Kolikov est tué. La progression allemande est très rapide, jusqu'à 65 km par jour. Il s'empare de vastes régions de l'Union soviétique. Arkady Pervantsev, correspondant de guerre russe. Chaque jour est plein de la tragédie humaine et de la tragédie russe. La guerre se poursuit, terrible et cruelle. Smolensk est tombé, Bessarabska, Tiraspol, Jitomir, Minsk, Riga, Orsk, Bobruisk, Novovorinsk, Kamenets-Podolski et bien d'autres. Toutes sont tombées. L'Ukraine est en flammes. La Biélorussie brûle. Le feu de la guerre approche le cœur de la Russie. Plus de 3 millions de soldats soviétiques sont capturés. Un Allemand, Benno Sisner, se souvient de cette procession pathétique. Soudain, nous avons vu un large crocodile brun terreux avancer lentement sur la route, vers nous. Un bourdonnement sourd s'en échappait comme celui d'une ruche. Des prisonniers de guerre, russes. Nous nous sommes vite éloignés du nuage fétide qui les enveloppait. Et puis, le spectacle nous a pétrifiés d'horreur. Et nous en avons oublié notre nausée. Étaient-ce vraiment des êtres humains? Ces silhouettes gris-brun, ces ombres qui avançaient en titubant vers nous. Des formes mouvantes à l'agonie, ces créatures que seule une dernière lueur d'espoir tenait debout. Toute la misère du monde semblait concentrée là. La brutalité des champs de bataille et les années de propagande ont engendré une haine et un mépris qui rend possible l'exécution des prisonniers. À 21 ans, Hugo Lapp est mitrailleur dans le 23e régiment de Panzer. En 6 mois, 600 000 prisonniers de guerre soviétiques sont morts. En août 1941, Hitler visite le front de l'Est. Dans l'euphorie des victoires allemandes, la vision d'un Reich de 1000 ans, d'un ordre nouveau, est encore vive dans l'esprit du Führer. Les blindés allemands approchent de Moscou. Dans la capitale soviétique règne la panique et la peur de l'effondrement total. Le colonel allemand Kress partage l'optimisme du Führer. Septembre 1941. Pas besoin de nous presser pour Moscou. Le fait que les Russes lancent de plus en plus de soldats sur nous ne change rien pour nous. Nous prendrons Moscou quand nous en aurons envie.
Mais les Allemands commencent à éprouver un certain respect pour leur ennemi. Les Russes ont une défense très tenace et ils sont particulièrement habiles à construire des fortifications. Nous ne pouvons pas nier le courage des bolcheviks et leur mépris de la mort. Nous n'avions jamais affronté un tel adversaire jusqu'ici. En décembre 1941, les Allemands n'ont toujours pas réussi à prendre Moscou. Le sang va couler pendant de nombreuses années encore. Puis, les États-Unis entrent en guerre. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Après le discours du président Roosevelt à la nation, George Rademacher de l'US Navy écrit dans son journal. Finalement, on y arrive. Le Japon a bombardé la base navale de Pearl Harbor, Hawaï et la ville d'Honolulu. J'ai écouté les informations à la radio. L'opinion générale est que le monde entier sera effectivement en guerre cet après-midi. D'un conflit européen est née une guerre mondiale.